Salut à tous et bienvenue pour votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, on fait les reviews de week-end comme d'habitude. Alors, un épisode un peu spécial. Nous sommes que 3. Il y a Augustin de Notre-Dame. Salut Gugus. Salut. Et puis, il y a notre Robinou d'Oregon qui est toujours présent. Toujours là, toujours la banane. Il faut la voir cette semaine, on en parlera tout à l'heure. Déjà, pour introduire cet épisode, on voulait faire une petite dédicace et une petite pub à notre ami le Homera, voilà. Que vous pouvez trouver sur Twitter et surtout en site internet. C'est un pote qui habite à Washington, un Français, et qui parle un peu des différents sports américains, qui a fait une vidéo d'ailleurs YouTube, il a une chaîne YouTube aussi où il introduit un peu le college football en 10 minutes et il explique les grands fondamentaux, une vidéo qui est très bien. Et voilà, et puis il a un site qui parle pas mal de baseball, un peu de tous les sports universitaires américains. Il a fait l'intro de la saison de basket notamment. Donc vous pouvez aller voir ça, c'est le Homera, H-O-M-E-R-A. On lui fait des bisous, il est présent sur Twitter, sur son site et sur YouTube. On démarre tout de suite avec les infos de la semaine. En info de la semaine, et bien déjà, South Carolina se sont trouvés leur nouveau head coach. Et oui, et bien c'est un ancien de South Carolina justement, ancien coach cornerback et linebacker dans l'équipe qui était très apprécié d'ailleurs par les anciens joueurs apparemment et qui est depuis 2018 aux côtés de Lincoln Riley en tant qu'assistant head coach et coach des tight ends du côté d'Oklahoma. Shane Beamer qui sera donc le nouveau head coach de South Carolina. Et d'ailleurs ça parlait hier, on a eu un message de Napier, le head coach de Louisiana, qui réalise une très bonne saison, qui sont très bons depuis 2 saisons, qui disait qu'il était dans le programme de Louisiana, qu'il n'allait pas en bouger, voilà, qu'il était vraiment introduit dans ce programme et que du coup, parce que son nom circulait beaucoup du côté de South Carolina et que du coup, il n'allait pas à South Carolina. Mais bon, les fans de Louisiana étaient un peu dubitatifs, étaient du genre à dire bon, c'est surtout que tu n'as pas eu le poste. Et donc voilà, c'est Shane Beamer, l'assistant head coach d'Oklahoma, qui ira du côté de la Caroline du Sud. En autre info, eh bien, il y a la grosse rumeur d'Urban Meyer, l'ancien head coach d'Ohio State, qui a réalisé tous les miracles d'Ohio State. Texas sera intéressé par Urban Meyer avec un contrat. Alors, les chiffres qui passent, c'est 84 millions de dollars. Enfin, voilà, il n'y a rien de sûr. C'est vraiment une grosse rumeur, c'en est une. Mais en tout cas, ça mérite d'être dit pour cet épisode. Iowa State qui participe en Big 12. Alors, première finale de Big 12 en championship. Donc voilà, aussi une grosse info. Michigan, du côté de la Big Ten, Michigan qui ont vu leur match annulé face à mes Terrapins de Maryland. Michigan qui devait jouer à domicile, match annulé. Et ça veut dire que pour la première fois de leur histoire, Michigan n'ont pas remporté un seul match à domicile lors d'une saison. Voilà, donc première fois de l'histoire. Félicitations à vous. Ah oui. Dernière petite info. Toujours en Big Ten, Ohio State, apparemment la Big Ten qui essaiera un peu de contourner les règles pour faire passer Ohio State en finale en Big Ten Championship, voilà, en essayant un peu de faire en sorte que le nombre de matchs d'Ohio State, le peu de matchs à cause des matchs annulés en raison du Covid, n'impacte pas le fait que Ohio State puisse aller en Big Ten Championship. Voilà pour les infos, un peu confuses, je suis désolé. On commence très rapidement avec le Game of the Week, déjà, celui que nous vous avons sélectionné, le match du week-end surtout, BYU qui se déplaçait du côté de Coastal Carolina, donc c'était un peu le choc, un match qui s'est organisé 3 jours à l'avance, BYU qui était à 9 victoires, 0 défaites, South Carolina 9 victoires, 0 défaites. Eh bien les amis, je vais vous laisser annoncer le score, ça a été un match très très serré jusqu'au bout. Juste petite correction, t'as dit South Carolina, c'est Coastal Carolina. J'ai dit South Carolina, voilà, alors que South Carolina viennent d'embaucher un coach, quoi. Rien à voir. Désolé. Mais du coup, non, numéro 13, BYU contre numéro 18, Coastal Carolina, à domicile pour Coastal Carolina, et c'est la victoire 22-17 dans les dernières secondes, parce que on peut, BYU a failli augmenter marquer et donc passer devant. Zach Wilson, 240 yards, et pour Milne à la réception, 106 yards, le receveur de BYU. Je sais qu'on a tous un peu regardé ce match. Je pense qu'on peut dire que BYU doit l'avoir mal ce matin, parce que de par la défaite,
mais aussi de par l'énergie que Coastal Carolina a mise, l'agression en défense. Vous pouvez voir d'ailleurs retrouver la vidéo sur le compte Twitter The Trick Play où on met l'action après l'interception. Donc à la mi-temps, Zach Wilson il envoie un ballon, il envoie un Hail Mary. D'ailleurs c'est marrant de la Hail Mary pour les Mormons. Il envoie un Hail Mary juste avant la mi-temps, c'est intercepté, mais il est à peu près dans les 50-40 yards. On a tous entendu la blague, on l'a tous entendu. Désolé. Merci Elio d'avoir réagi, ça fait plaisir. Mais du coup, en fait, non. Il envoie un Hail Mary avant la mi-temps, c'est intercepté, mais c'est remonté pour une vingtaine de yards, etc. Sauf que il se fait comment dire est-ce qu'il y a un mot pour dire ça exactement? Il se fait jeter par terre. Et au départ, il se fait bien bloquer, puis ensuite, tu as le 94 de. Les deux linebackers mormons, les deux linebackers Coupe Mulet, Gallagher et l'autre, j'ai oublié son nom, qui sont allés un petit peu le chatouiller sur un bloc qui était dans les règles, hein, mais on va dire inutile. En fait, chatouiller, c'est léger comme mot. Franchement. En fait, c'est ça, c'est dans les règles, parce qu'en soi, voilà, mais déjà, il n'y a pas besoin d'être à deux linebackers sur un QB qui bougeait même pas. C'était totalement gratuit. On remet pas en cause le fait que, ils doivent bloquer, c'est leur taf. Mais il y a bloquer et mettre comme ça, ce qui a mené à une bagarre générale juste avant la mi-temps. Et ils doivent l'avoir dur aussi, puisque à 1 yard du coup, il reste 81 yards. Donc on avance jusqu'à la fin du match, 22-17. 81 yards à parcourir pour BYU sans temps mort. Et du coup, 54 secondes, il me semble. BYU arrive à remonter tout le terrain jusqu'au 30 yards, quelque chose comme ça. Ils font une passe qui est attrapée 1 yard avant la end zone seulement. Et Coastal Carolina fait le stop avec les 0 secondes qui s'affichent au chrono. Donc défaite de BYU sur le fil à 1 yard. Comme on dit souvent, le football américain, c'est un jeu de centimètres. C'est clairement passé comme ça. 1 yard, c'est ce qui sépare BYU de la victoire. C'est pour ça que c'est un match de la semaine. Il n'y a pas forcément énormément de points, 22-17, mais l'enjeu était là. Le match entre le 13 et le 18e du pays, ça fait quand même, mine de rien, c'est pas rien. Surtout que BYU, on connaît le Any Place, Any Team, Anywhere. Ce qui arrive, ils ont voulu programmer Coastal Carolina. Voilà, ils s'en mordent les doigts certainement aujourd'hui. Voilà, c'est un match de la semaine parce qu'il y a eu plein de suspense. Il y a eu des changements de lead un peu partout. Coastal Carolina a beaucoup couru, fait courir le temps. Je crois qu'ils ont 3 fois plus de temps de possession ou 2 fois plus de temps de possession que BYU, parce que BYU, dès qu'ils avaient la balle, ils marquaient rapidement. Mais voilà, c'était un très beau match à suspense, et je sais pas pour vous les gars, dites-moi, mais pour moi c'est un des matchs les plus physiques que j'ai vu de ces dernières années de la part de Coastal Carolina, de la part de n'importe quelle équipe, mais Coastal Carolina, je trouve que leur présence défensive, ça tapait fort, hein. Et je sais pas pour vous. Ouais, complètement. Déjà, c'est vrai qu'on a eu un gros match, encore une fois, de Coupe Mulet et Gallagher, Teddy Gallagher, le linebacker. Encore une fois, comme tu l'as dit, c'était très très physique, clairement même. Et d'ailleurs, c'était un beau match défensif. Défensif à ce niveau-là à voir. Très sale aussi, comme tu l'as dit, avec ces coups qui ont été donnés à Zach Wilson et à plusieurs reprises dans le match. Ça fait partie de l'histoire du match, ces coups. De l'histoire, un match qui a été programmé en 3 jours, qui s'annonçait comme le choc des deux équipes qui réussissaient bien dans le group of 5. J'ai envie de dire que ce qui s'est passé, en fait, c'est presque logique, quoi. Voilà, ça a participé à l'histoire de ce match, et je pense que à Coastal Carolina, ils vont s'en rappeler pendant très longtemps, et je me demande si c'est pas en fait leur plus belle victoire. Je dirais pas leur histoire, parce que ça serait vous mentir de dire que je connaissais l'histoire de Coastal Carolina, mais on la connaît tous. Ça peut être une belle victoire depuis quelques décennies pour eux, quoi. Mais et puis en fait, c'est ça, et on sentait un match. En fait, c'est une rivalité qui s'est créée, quoi. En 3 jours, ils ont créé un vrai match de rivalité. Ça s'est senti sur le terrain. Ça a terminé en bagarre générale juste avant la mi-temps. Ça a terminé avec des mauvais coups.
Et puis pas de flag, ça c'était quand même assez impressionnant, les arbitres je sais pas, je comprends toujours pas pourquoi il y avait pas de flag. Valentin m'a dit de résumer un peu pour lui, il en voulait beaucoup au head coach de BYU parce que c'était un peu, et c'est vrai, BYU a joué un peu à contresens. Ouais, à contresens de ce qu'il faisait depuis le début de l'année. C'est ça. Normalement, BYU, c'est beaucoup de deep passes. Zach Wilson a un très bon bras, ils en profitent. Là, c'était que des passes courtes ou moyennes. Et du coup, finalement, le seul moment où ils produisent des deep passes, ça se passe sur le dernier drive, là où ils doivent marquer. Comme l'a dit Robin, ça s'arrête à 1 yard et c'est très dur. Et Zach Wilson, toutes ces balles, elles sont parfaites quoi. Sur le dernier drive, avec la pression, il y a moins d'1 minute, il n'y a plus de temps mort. Toutes ces passes, elles sont parfaites. Et voilà. Alors, Valentin était très énervé de ça, en tout cas de ce coaching, et c'est vrai que je pense que BYU peut avoir beaucoup de regrets à ce niveau-là. En face, au niveau de Coastal Carolina aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même un gros jeu à la course, 23 portées, 132 yards et 2 touchdowns pour CJ Marable. Grayson McCall, le quarterback. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il était très fort, qu'il montrait beaucoup de choses pendant ce match. Il a couru pour 68 yards et a lancé que 85 yards. Ouais, alors il est bon, il est précis, prend des bonnes décisions, mais encore une fois, oui, voilà, il est bon, mais c'est pas lui qui a fait gagner le match de son équipe. Il a géré le match, ça a été un game manager, pas de souci là-dessus, mais pour moi, c'est pas celui qui a fait gagner le match de son équipe, voilà. Et encore une fois, Zach Wilson en face a été mal utilisé. Tyler Allgeier, c'est 106 yards, le running back, un touchdown. Allgeier d'ailleurs qui est sorti un moment sur blessure, donc à suivre. Et voilà, Augustin, tu voulais rajouter quelque chose sur ce match de la semaine, sur cette équipe Coupe Munet. Ah oui, dernière chose. Les fans, encore une fois, c'est horrible. Incroyable. Les fans, c'est aucun masque dans les tribunes, tous ensemble à célébrer, à se prendre. C'est d'un ridicule, mais un ridicule, et ça prouve aussi. COVID, ouais, mais après aussi, t'as une belle histoire, quoi. Là, depuis 3 jours, c'était les Mormons contre les mulets. Non, mais ça, oui. Non, mais cool. Là, juste pour les fans, gros flag, et sachant qu'hier, aux États-Unis, il y a eu 200 000 cas détectés de Covid en plus. Donc, bon, toujours aussi indulgent pour les fans. NCAA va prendre de vraies décisions, je pense. Et ouais, vas-y, Gus. Non, j'ai rien à rajouter, quoi. C'était un vrai match de college football. Voilà. On a assisté à un match de college football. Ce qui se fait de mieux dans le college football, j'ai envie de dire, c'était l'archétype du match de college football. Je me répète encore une fois, mais c'est ça, quoi. Genre peut-être des joueurs qui font des erreurs, des coupes mulets. Tu représentes ton université, un petit peu de tension, de bagarre, c'est le college football. Eh bien, très bien. On va pouvoir donc démarrer les matchs du top 25 qui se sont déroulés. Déjà, on avait dans la nuit de vendredi à samedi un Louisiana-Appalachian State. Victoire 24-21 de Louisiana, donc sur le fil. Qui avait regardé ce match? C'était Valentin. Moi, j'ai regardé un petit peu. Et toi, t'as regardé un petit peu? Ouais. Et pareil, ouais. Allez-y, les gars. C'était bof. Il y a vraiment rien à dire, en fait. C'est un match où je pense qu'il y a dû avoir plus de 100 portées en cumulé des deux côtés. Donc, ouais, non, ça s'est joué sur ce jeu à la course. Et j'ai envie de dire que c'est des équipes qui marchent comme ça depuis maintenant 10 ans. Et c'est une recette qui a l'air de marcher. Eh bien, très bien. Et donc, c'est Louisiana qui signe sa 9e victoire en 10 matchs. Encore, énorme saison pour Louisiana qui seront donc dans le top 25 du comité cette semaine. Sachant qu'ils avaient battu Iowa State en début d'année. Ouais, exact. Et dommage d'avoir perdu contre Coastal Carolina en semaine 3 ou 4, quelque chose comme ça. C'est leur seule défaite de la saison. Et je pense que s'ils avaient battu Coastal Carolina, qui était hyper forte, ça aurait potentiellement pu changer la donne pour les Ragin' Cajuns, sachant que la semaine prochaine, non, le 19, pardon, ils vont jouer Coastal Carolina à nouveau. Donc ça va être encore un gros duel et un match à regarder entre Louisiana et Coastal.
Bien, très bien. Le samedi, on avait Syracuse qui se déplaçait du côté de Notre-Dame et j'étais en train de penser à quelque chose en même temps. Désolé, confusion. Syracuse. On fait des bisous à notre pote Alex de Syracuse France qui d'ailleurs sur Twitter a laissé un message vocal pour résumer le match et la saison de Syracuse. Donc n'hésitez pas à aller écouter son message. C'est sur son compte Twitter Syracuse France. Toi, Augustin, comment t'as vécu ce match? Bah déjà, ce qu'il faut dire, c'est que Notre-Dame n'a pas été bon et Syracuse a été étonnant malgré, je trouve, un coaching dégueulasse. C'est pour ça qu'on a gagné 45-21. Syracuse avait, je crois, dans leur équipe une vingtaine de freshmen, dont beaucoup qui étaient titulaires. Donc je pense que c'est de bon augure pour cette équipe pour la suite, parce que là, ils sont en train de se construire un effectif pour peut-être pas l'an prochain, mais quand ils seront juniors. Et c'est certain qu'ils feront des meilleurs bilans qu'une victoire 10 défaites comme en ce moment. Concernant Notre-Dame, bah, on a eu beaucoup de mal. Il a fallu attendre le deuxième quart-temps pour commencer à se sortir les doigts du Yann Book, 285 yards, 3 TD à la passe et 2 TD à la course. Et les 3 touchdowns à la passe qu'il a envoyé, c'était pour Javon McKinley. Donc voilà, super performance pour son dernier match à domicile, puisqu'il est senior et voilà, c'est sa dernière saison à Notre-Dame. D'ailleurs, il en a profité pour battre le record de victoires en tant que quarterback titulaire en passant devant Ron Paulus et Brady Quinn qui étaient à 29 victoires à Notre-Dame. Yann Book est à 30 victoires actuellement et 3 défaites. Donc voilà, il a un petit peu plus marqué son empreinte dans l'histoire de Notre-Dame football. Eh bien, très bien. Une nouvelle victoire du coup pour toi, mon Gus. Suivant Big Ten, c'était 8h. Il y a eu un Ohio State, Michigan State. Donc, on savait d'avance quel genre de résultat on allait avoir. Victoire 52-12 de Ohio State. J'ai regardé le match en entier. Justin Fields, c'est tellement simple. 2 touchdowns, 0 interception, seulement 199 yards, mais pour seulement 24 passes tentées. C'est tellement simple. Alors, 13 courses pour 104 yards de Fields, 2 touchdowns à la course aussi. On a eu le droit à Trey Sermon qui était en forme, qui a joué à la place de Master Tig. 112 yards, un touchdown pour le running back. Enfin voilà, encore une fois, il n'y a pas eu de difficulté pour Ohio State en face. Rocky Lombardi qui a laissé sa place à Peyton Thorne. Ça s'est très mal passé, une interception chacun pour les deux quarterbacks. Rocky Lombardi d'ailleurs qui termine à moins 9 yards à la course. Pour les receveurs d'Ohio State, Chris Olave, 139 yards, un touchdown. Garrett Wilson pour 3 réceptions, 59 yards, un touchdown. Enfin, il n'y a pas de souci. Olave qui monte. Enfin, Olave qui sera sûrement présent qu'au deuxième jour de draft, quoi, mais qui sera un receveur solide en NFL. Voilà, il a fait un bon match alors qu'il faisait pas une très bonne saison jusque-là. Même caché par Garrett Wilson, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc là, voilà, ça lui permet un petit peu de se remettre dans la lumière. Il step up, ouais, Olave qui a des bonnes mains en plus, c'est quelqu'un d'assez fiable quand tu lui lances bien le ballon. En défense, Sean Wade qui a intercepté, enfin Sean Wade peut-être pour remonter le draft stock, sauf que Sean Wade est sorti sur blessure, alors j'en sais pas plus, je crois que c'est une blessure au dos, je vous dis peut-être des bêtises, mais je crois que c'est ça. On n'a pas plus d'infos pour l'instant. Voilà, victoire facile d'Ohio State, on ne va pas épiloguer sur ce match. Et comme on a dit, la Big Ten qui essaye de les faire passer au championship pour évidemment qu'ils aillent en playoff derrière. On avait sélectionné pour vous, lors de la preview, en match de la semaine, Texas A&M qui devait se déplacer du côté d'Auburn parce que c'était un match quand même indécis sur le papier. Texas A&M qui se sont imposés 31-20 face à Auburn. Alors, j'avoue que je n'ai vu que des bribes du match. On m'a dit Moi, j'ai regardé. Ouais. Apparemment, Bonix, c'était ou tout ou rien. C'est ça, les gars? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, là, faut rendre à César ce qui est à César. Il a fait un bon match. Ouais, clairement. Ok, parfois, il a raté un touchdown tout fait pour l'un de ses receveurs. Donc, ça l'a pas mal taillé sur Twitter. Mais après... il a été super, quoi, des belles passes, et puis à un moment, il a réussi à se sortir d'une situation où il a évité 3 ou 4 sacs sur la même action pour aller inscrire un touchdown à la course. Moi, je trouve qu'il a fait un super match. Et d'une manière plus globale, tu m'arrêtes si je me trompe, Robin, mais
malgré ce score, malgré ces bonnes performances de Weidermeyer ou Kellen Mond et Spear pour Texas A&M, j'ai l'impression d'avoir assisté à un faux match. En fait, je ne saurais pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé, mis à part cette action de Bonix. Il n'y avait pas de dynamique. Je sais même pas comment vous expliquer en fait. C'est un match qu'on ne retient pas et j'ai l'impression que c'est le même discours qu'on a depuis le début de l'année avec Texas A&M. Je te rejoins totalement sur le fait que c'est un match qui va pas rester dans les annales. Bon, déjà parce que il y avait rien d'impressionnant. Il y a le TD de Bonix et le TD de Weidermeyer sur une passe qui a deux doigts d'être interceptée et que Weidermeyer, il me semble qu'elle est typée un peu dans les airs et que Weidermeyer cache dans la end zone. Mais à part ça, on se souvient pas trop de quoi exactement était fait le match. Il y a pas mal de longues courses d'Auburn qui se concluent, ils font 30 yards, etc. Et ensuite, après, il n'y a plus rien. Moi, j'étais assez déçu de la part d'Auburn parce qu'il menait à un moment. C'était un match qui commençait à être serré. Et dans le quatrième, ça a commencé vraiment à se décanter pour avoir Texas A&M devant, quoi. Il y avait, juste pour vous dire, il y avait 24 pour Auburn dans le troisième, quelque chose comme ça. Et ensuite, voilà, Texas A&M a repris les devants en 21-20. Et ils n'ont plus jamais lâché, mais c'était pas... Enfin, Auburn avait quand même des chances. C'était pas comme si Texas A&M était hyper fort. Moi, je pense que Texas A&M, ils sont numéro 5 parce qu'ils arrivent à gagner leur match, mais c'est pas des belles victoires mémorables, un peu comme je sais pas, j'ai pas envie de faire des comparaisons, hein, mais l'année dernière, quand LSU ou Alabama gagnaient, on savait qui gagnait parce que c'était du solide, etc. Là, on sait qu'ils gagnent parce qu'ils gagnent, quoi, mais c'est tout. Voilà, je n'ai pas plus à rajouter sur le match. En soi, c'était comme Gus l'a dit, c'est pas un match mémorable. Juste, j'aimerais rendre à César ce qu'il y a à César, en appuyant le point de Gus, en disant que voilà, Bonix c'était vraiment pas mal. Il n'y a pas de touchdown à la passe, mais il a bien joué. Il a bien joué. Et je pense qu'on a tous un petit goût amer de cette défaite de Florida face à Texas A&M qui ne permet pas à Florida d'être devant Texas A&M sur le top 25. Et en parlant de Florida, c'est une nouvelle victoire du côté de Tennessee cette fois, victoire 31 à 19. Ouais, ils se sont fait un peu peur. Légèrement. En fait, le début de match a été quand même un petit peu poussif. À la fin du premier quart-temps, il n'y avait que 3-0 pour Florida. Puis ensuite, une fois que la machine a été lancée, ça s'est plutôt bien passé. On retrouve un Kyle Trask-Caseman, 433 yards, 4 touchdowns, 0 interception. Mais on retrouve aussi son meilleur ami, Kyle Pitts, avec 128 yards. Mais pas de touchdown. Pour seulement 7 réceptions, ouais, pas de touchdown en effet. Et puis un bon Kadarius Toney aussi, qui est un des receveurs intéressants de la prochaine draft. 8 réceptions, 108 yards, un touchdown. Voilà, et le petit Trevon Graham qui réceptionne 2 touchdowns. Ce qui est impressionnant, c'est que Kyle Trask, en plus de Pitts, il a d'autres playmakers. Je pense à Trevon Grimes et à Kadarius Toney, qui sont deux purs playmakers, qui sont des joueurs vraiment sympas à avoir joué. Et c'est vrai qu'ils vont se mordre les doigts, je le sens, de cette défaite face à Texas A&M en début de saison. Parce que quand tu as des joueurs comme ça, tu dois gagner, quoi. Tu dois avoir ta place en play-off et on risque d'être frustré, déçu. Ouais, clairement. En tout cas, encore du Trask-Caseman, d'ailleurs, qui arrive vraiment à rendre les joueurs autour de lui assez bons. Ils le rendent bon aussi, mais il arrive à les rendre vraiment bons. Et on fait des bisous à Guigui qui n'est pas là et qui travaille, à qui on dit bon courage, notre Guigui national, en face Tennessee, qui ont quand même utilisé 4 quarterbacks pour la petite anecdote. Voilà. Si vous êtes un jour sur le banc de Tennessee, vous pourrez vous dire que vous pouvez jouer un jour contre Florida. West Virginia qui se déplaçait du côté d'Iowa State, match important car Iowa State, grâce à ça, se retrouve donc en Big 12 Championship. Félicitations à eux pour la première fois de leur histoire. Matt Campbell, c'est incroyable quand même ce qu'il fait avec cette équipe des Cyclones. Victoire 42-6 d'Iowa State qui ont écrasé West Virginia. On pensait que le match allait être beaucoup plus serré tout de même. Eh bien non, il n'en est rien. On a eu un Brock Purdy à 3 touchdowns, 0 interception. On a eu un Bristol à 97 yards, un touchdown, mais qui a aussi réceptionné pour 56 yards et un touchdown. Donc Cole qui montre quand même qu'il a un côté très versatile, ce qui est très intéressant.
Voilà, c'est quand même convaincant Iowa State. Et ça peut faire quand même mal en finale de Big 12, enfin, qu'on se le dise. Ils ont leur chance, les gars, non? Yes, clairement, moi je trouve que Iowa State, ils sont plaisants à avoir joué. Ils ont eu un peu de, comment dire, des erreurs de parcours, notamment contre TCU, il me semble, en tout début de saison, où ils ont, ah non, ils ont gagné contre TCU, pardon. L'erreur de parcours, c'est contre Louisiana, contre les Raging Cajuns, et contre Oklahoma State. Contre Oklahoma State, ils ont perdu assez proche, ils ont perdu 24-21. Globalement, ça va être le gros duel contre Oklahoma pour la finale de Big 12. Juste, moi j'aime beaucoup Iowa State, notamment pour leur tight end Charlie Collard, qui est un Charlie Collard, pardon, il n'y a pas de D. Pour le dernier, pour la draft, ceux qui sont intéressés, c'est un tight end qui est hyper fiable. C'est pas le mec le plus athlétique sur le terrain, on en a déjà parlé de ce gars-là, mais à souligner que grâce à ce match-là, il obtient le plus de nombre de réceptions pour Iowa State dans l'histoire, il me semble, c'est ça 90, je sais plus trop. Oui, c'est un truc comme ça. Et sachant qu'en plus, il a fait ce record face à la meilleure défense de Big 12, qui était West Virginia. Donc en mettant 42 points, c'est vraiment une vraie performance, une vraie quality win pour Iowa State. Ouais. Non, c'est ça. On va pas épiloguer sur ce match, franchement, mais parce que c'était pas, c'était pas le match de l'année. Mais très très solide Iowa State. Ouais, ça fait plaisir à voir vraiment pour les Cyclones. Du côté de la Big Ten, alors Robin et moi, on a commencé à regarder ce match et je l'ai terminé. Même Robin Robin, il était là, mais t'as un problème, mec. Toi, t'es un crack. Hein. T'es un crack. Mais dites-vous que ce match-là, il est en même temps que Coastal Carolina et que il y avait quoi comme autre match à 23h? Ah oui, que Stanford-Washington, qui était plutôt un match assez cool, assez fun à avoir joué. Et il a préféré regarder Indiana-Wisconsin. Et ça c'est ce qu'on appelle du dévouement. Du dévouement, la Big Ten pour la vie, même si cette saison, c'est pas trop ça. Victoire 14-6 d'Indiana face à Wisconsin. Palmarès de Graham Mertz, le quarterback de Wisconsin. J'ai fait un bon match face à Illinois. Depuis, plus rien. Une interception, un fumble, c'est tout ce qui nous a produit. En face, Jake Tuttle, le remplaçant de Michael Penix, donc blessé jusqu'à la fin de la saison, quarterback d'Indiana. Jake Tuttle qui a été auteur de 2 touchdowns, qui n'était pas trop mauvais, Tuttle, étonnamment. J'étais pas hypé par lui et j'aurais dû un peu réfléchir autrement. En tout cas, il m'a prouvé le contraire hier. Voilà, un match fade, très fade. Il y a eu du punt, il y a rien eu. Alors, Graham Mertz se fait intercepter par Johnson, le quarterback d'Indiana. On est à sa 4e interception de la saison, tout de même, intéressant à savoir. Mais voilà, j'espérais qu'en fait, à un moment, il y a un réveil d'une des deux équipes, et notamment de Wisconsin qui joue à domicile en plus. Il n'est jamais arrivé. Ouais. Et il est jamais. Ça a plutôt été genre rajout de somnifère, c'est la tisane qui s'ajoutait. Donc voilà, le seul réveil qu'il y avait besoin, c'était pour nous pendant ce match-là. Ouais, c'est clair. À la première mi-temps, on était en Skype ensemble, juste pour vous dire, mais on se faisait chier devant ça. Mais laissez-moi dormir, Gazabi. Ah si, et aussi belle petite performance. Le seul point positif de Wisconsin, c'est encore leur tight end Jake Ferguson avec 5 réceptions, 54 yards. Très bon tight end, on aime beaucoup. Tu vas chercher le positif là, il n'y en a pas. Hein. Non, en vrai, il était pas mal, il a montré quelques bonnes choses, notamment son côté athlétique. Contre Oregon l'année dernière en finale, au Rose Bowl, il avait fait pas mal de réceptions clés. Et là, cette année, il confirme encore qu'il est parmi les tight ends pour le futur de la prochaine draft, pas celle-là, la draft 2021, la draft 2022 du coup à mon avis, puisque pour l'instant c'est un junior et je sais pas s'il va se présenter. Donc, on verra. Personnellement, moi, je le verrai plutôt pour la draft 2022. Mais gardez un œil sur ce mec-là. Il est athlétique, il a des bonnes mains et il y a de la discipline et il s'est bloqué aussi. Et juste petit fun fact, c'est le petit-fils de l'athlétique directeur de Wisconsin, il me semble, ou le neveu. Mais il est related. Enfin, c'est quelqu'un de sa famille, quoi.
Et bien voilà, pour Jake Ferguson, Indiana qui passe à 6 victoires, 1 défaite, mais qui reste deuxième de Big Ten East, juste derrière Ohio State à 5 victoires, 0 défaite, dont la victoire de Ohio State face à Indiana. C'est difficile quand il y a deux équipes qui se mélangent. Oklahoma State qui se déplaçait du côté de TCU, victoire 29-22 de TCU. Alors dommage que Baptiste ne soit pas là pour vous parler de ce match, car il a ragé. Je crois qu'il a, comme on dit en jeu vidéo, il a rage quit. Il s'est barré avant la fin du match. Il a arrêté de regarder ce match. Il s'est pas infligé ça plus longtemps. Disons qu'Oklahoma State menait bien le début du match, puis ensuite, voilà, c'est un peu parti en débarras. Que 6 points en deuxième période, tandis qu'en face, eh bien, c'est 22 points pour TCU. Max Degan, en deuxième sur la seconde période, il a été incroyable, hein, Max Degan. Ouais, il paraît. Il a fait une course, je crois que c'était dans le troisième quart-temps. Un truc genre de 50 ou 60 yards où il met des steps à la défense des Cowboys qui étaient totalement apathiques. Puis dans le dernier quart-temps, il envoie une passe de 71 yards pour Darius Davis qui va au touchdown et qui permet à TCU de gagner 29-22. Et là, pour le coup, Max Degan, il sort son match référence de cette année, lui qui était un petit peu, je vais pas dire en dedans, hein, parce qu'il avait fait des belles performances, je pense notamment face à Texas. Mais non, quel joueur, putain, et quelle désillusion pour Oklahoma State. On était tellement nombreux à les voir en finale de Big 12 ou même en playoff du college football, et au final, il n'en sera rien. Et voilà, ça fait chier pour Baptiste. Ils sont passés de la hype à rien. Ouais, c'est clair. Ah ouais, rien du tout. Hein. Là, il faut faire table rase parce que, en vrai, tu vas me dire, il y a les Tylan Wallace, les Chuba Hubbard, etc., qui vont partir à la draft. Des linebackers, la ligne offensive, il va falloir reconstruire sur de nouvelles bases parce que t'as l'impression que le quarterback qui va rester. Hein, franchement. Ouais, mais. En tout cas, ouais, Paco qui avait annoncé la victoire de TCU. Je crois que Baptiste va le bloquer. Western Carolina, qui est une FCS qui se déplaçait du côté de North Carolina. Alors là, 49-9 pour North Carolina, hein, victoire tant attendue. Samuel 2 touchdowns, Michael Carter, le running back star des Tar Heels, 3 touchdowns à la course. Voilà, Iowa qui se déplaçait du côté d'Illinois. Et bien Iowa, après une galère en début de match, je crois qu'ils étaient menés 14-0, on s'y attendait. Iowa qui a créé la remontée, qui s'est imposé 35-21 avec 3 touchdowns, notamment de leur quarterback Spencer Petras. Tyler Goodson, le running back star qui a couru pour 92 yards. Et Brandon Smith, faut le surveiller, ce receveur, il n'est pas mauvais depuis le début de la saison d'Iowa. 5 réceptions, 58 yards. Mais juste, voilà, retenez ce nom. Rice, qui se déplaçait du côté de Marshall. Grosse surprise. Oh là 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 là. On avait tous donné Marshall vainqueur facile. Ah ouais, mais genre sans hésiter, quoi. Non, mais alors, les gars, je commence par quel stat? Le score? Non, les 0 points. 0 points de Marshall. Genre, quand t'as un grand 12. Alors, Marshall, je vais te laisser en parler de ce match, Gus, excuse-moi, mais. Marshall, c'est 0 points. Rice, 20 points. Donc 20-0 pour Rice. 165 yards. Voilà, tu l'as dit, 5 interceptions. Quel est le move sur cette débâcle? Je pense qu'en film, ils essaient de regarder Ole Miss, leur match contre Arkansas. Ah ouais, il n'y a pas d'autre explication. Hein. Alors, je sais même pas quoi dire. Lui, Grant Wells, qui nous avait habitués à tellement mieux en ce début d'année, c'est lui qui avait ouvert notre saison de college football, et là, il lance 5 interceptions, mais... Et puis même... Puis ça le hypait, ça disait Grant Wells qui peut devenir un bon quarterback, pourquoi pas le voir à la draft, un de ces quatre. Ouais, bon, après, tout le monde a le droit de faire un mauvais match, tu vois, mais le coach, il a continué à appuyer sur lui, alors qu'ils ont quand même un jeu à la course, Marshall, qui marche plutôt bien, avec Brandon Knox, qui a couru pour 76 yards. Non, t'as Wells qui a été mauvais, mais t'as le coach aussi qui lui a pas facilité la tâche et qui aurait dû, au bout de ces 3 interceptions, se rendre compte qu'il était pas dans un bon jour et essayer de tempérer un petit peu, de gérer le tempo du jeu en jouant, je sais pas moi, plus à la course, c'est pas sorcier, tout ça. Faut savoir connaître ses joueurs et remarquer que parfois tu peux pas continuer dans la même direction, tu peux pas continuer à faire les mêmes erreurs si tu veux gagner un match.
Très bien. Stanford qui se déplaçait du côté de Washington en Pac-12. Tu nous en as parlé brièvement, Robin. Je te laisse en parler. Tes meilleurs amis Washington. Ouais, bah, bien content qu'ils aient perdu. Donc, juste pour récapituler, le score, ça fait 31-26 pour Stanford contre Washington. De Dylan Morris, le quarterback de Stanford, il lance pour 250 yards. Et ça court pour 138 yards du côté de Jones pour Stanford, qui lui aussi réceptionne 79 yards. Non, pardon, c'est un autre Jones qui réceptionne 79 yards. C'est Ty Jones, pour ceux qui ont vu, c'est Ty Jones de Washington qui fait des catchs de fou. Notamment le catch une main, mais qui en a fait pas mal durant le match. J'ai regardé ce match, notamment parce que je pensais que ça allait être. Enfin, Washington, c'est notre adversaire de la semaine prochaine. Ils ont fait un peu le même match que contre Utah, sauf que là, ils ont perdu. Contre Utah, je l'avais dit, ils perdaient beaucoup. Ils perdaient de beaucoup, ils avaient réussi à faire le comeback. Là, c'est un peu pareil. Contre Stanford, ils perdaient 31-10 dans le troisième quart-temps, etc. Quelque chose comme ça. Et ils ont réussi à remonter à 31-26. Bien, il y a quelques bons joueurs du côté de Washington, mais ils n'arrivent pas à commencer les matchs. Le match contre Oregon, ne regardez pas la première mi-temps, parce que les deux équipes, elles ne savent pas commencer un match. Donc voilà, connectez-vous pour le quatrième quart-temps. Sinon, victoire de Stanford, et ça fait plaisir pour les hommes de David Shaw, le head coach de Stanford, parce qu'ils montrent des belles choses, et peut-être que Stanford, plus tard, reviendra sur le devant de la scène, comme à l'époque d'Andrew Luck. Eh bien, peut-être, c'est ce qu'on leur souhaite, parce que c'est une belle fac qui a eu un bon programme pendant longtemps, et Shaw qui est un bon coach quand même. Tulsa qui se déplaçait du côté de Navy. Alors, on avait prédit la victoire de Tulsa, mais la victoire assez facile. Finalement, ils ont un peu plus galéré. Victoire 19-6. Ça a beaucoup joué au sol, qu'on se le dise, notamment avec le running back de Tulsa qui s'appelle Corey Taylor. Ceux qui auront la référence comprendront. Et un fumble recouvert de Zaven Collins, le linebacker star, qui sera sûrement appelé au deuxième jour de la draft. Voilà, Navy, ça a tenté quelques passes avec plusieurs quarterbacks, mais sinon ça a couru. Trop rien à dire sur ce match, et une victoire logique de Tulsa. On passe alors dans la nuit dernière, la nuit de samedi à dimanche, à 2h du matin. Alabama se déplaçait du côté d'LSU. On a regardé la première période avec Augustin et Valentin, et ils ont quitté au bout d'un moment. Moi, je me suis infligé le match jusqu'à la fin. Franchement, je vais démarrer. Ensuite, les gars, je vous laisserai la parole. Victoire 55-17 d'Alabama face à LSU. Il y a un moment, je suis désolé d'employer ces termes, mais LSU, allez vous faire foutre, quoi. Genre, allez vous faire mettre. Alors, si Alabama ne gagne que de 55, c'est parce que Mac Jones est sorti à la fin du troisième quart-temps. Bryce Young devient quarterback dernier quart-temps. Bryce Young qui m'a pas impressionné, par contre. Pas du tout, même. Mais bon, Mac Jones, 385 yards, 4 touchdowns à la passe. Najee Harris à la course, 3 touchdowns, 145 yards. Enfin, ils se sont baladés, quoi. Devonta Smith. Alors, Devonta Smith, écoutez bien. 8 réceptions, 231 yards, 3 touchdowns. Donc quand je vous dis qu'il faut arrêter de penser à Waddle et compagnie à la draft, et que si votre équipe draft Devonta Smith, si vous avez une équipe NFL, vous serez bien content, parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment très, très fort. Il est tellement fort pour réussir à créer de l'espace avec son défenseur. C'est un truc de malade. Alors, LSU en face, le premier touchdown, c'est pas un touchdown. Genre, il y a fumble du receveur avant de rentrer dans la end zone. Mais bon, je sais pas, les arbitres ont mis un bandeau autour des yeux, j'en sais rien. C'est incompréhensible. Mais pour vraiment. que LSU reste digne. Ouais, ça n'a pas manqué d'énerver d'Orgeron sur le deuxième. C'était juste avant cette action, sur le deuxième touchdown de Devonta Smith, où il a éclaté son casque sur la sideline. Ouais, Devonta Smith qui met un touchdown, t'as Orgeron qui s'énerve, qui éclate le head coach de LSU, qui éclate son casque sur la sideline. À la mi-temps, t'as Derek Stingley qui va demander à Orgeron de pouvoir couvrir Devonta Smith. Résultat, Derek Stingley se fait boire par Devonta Smith. Du côté de LSU, post quarterback, encore une fois, on ne sait pas qui mettre. Alors ça met à moitié TJ Finley, à moitié Mac Johnson. C'est TJ Finley qui avait démarré le match.
Voilà, touchdown à la course de John Emery, 79 yards, un touchdown, quand même running back star, parce que c'était en 5 étoiles, je crois, du côté d'LSU. Et puis aussi, à LSU, au moment, pareil, je ne sais plus quel quarterback fait une passe. Le receveur dans la end zone, quoi, qui est tout seul, mais qui n'arrive même pas à catcher le ballon. Enfin, c'est détritus, c'est déchets, c'est déchetterie, c'est poubelle LSU. Je suis désolé, il y a un moment, ok, Alabama ont une équipe de fous. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand tu es LSU, avec quand même, tu as des joueurs qui sont tous 4, 5 étoiles, tout ça. Tu peux pas te laisser marcher dessus comme ça. Et encore une fois, je dis le score, c'est 55-17. Si c'est pas Bryce Young qui rentre au dernier quart-temps, il y a plus de 70 points faciles pour Alabama. Hein. Franchement, là, c'est une honte, mais intégrale. Et je sais Guigui serait là, il nous parlerait de. Guigui serait là, il nous aurait parlé de la fraude Ed Orgeron. Qu'on se le dise, Orgeron. Et après, on peut se poser des questions. C'est légitime de se poser des questions sur lui, sur sa capacité à pouvoir coacher LSU, parce que on peut pas dire à un coach qui a fait une bonne saison ou deux, c'est le meilleur coach pour la fac, il n'y a pas mieux que lui. Alors que, comme tu dis, même s'ils ont perdu beaucoup de joueurs en opt-out, et encore la semaine dernière avec Marshall, tu as quand même en défense, tu as quand même Stingley, tu as Jacoby Stevens, tu as Jabril Cox. Enfin, tu as quand même de quoi faire, quoi. Et tu prends autant de points qu'Ole Miss a pris contre Alabama, alors qu'on n'a pas la même défense. Hein. Donc, pour l'attaque, je comprends qu'ils sont en galère, etc. Mais il y a un minimum, quoi. Il y a un minimum, c'est tout. C'est pas normal de se prendre une raclée comme ça contre Alabama. Et c'est surtout pas normal de se prendre autant de points quand on a une défense avec des playmakers qui sont attendus très haut sur la draft. Parce que Stingley, les analystes, ils en parlent en tant que premier deuxième tour. Jabril Cox, premier deuxième tour. Jacoby Stevens, entre le deuxième et le troisième tour. Enfin, après, ceux à qui je pense pas tout de suite, mais je sais pas, en tight end, t'as Gilbert, qui est un des futurs meilleurs tight end du pays avec Mayer de Notre-Dame. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai mis quand même des gros doutes, un peu comme Guigui sur le coach d'LSU, quand même. Ouais, c'est vrai que il y a beaucoup de révélations qui se font sur Orgeron. Orgeron, faut pas oublier qu'il a failli se faire virer un an avant le titre. Hein. Ne l'oublions pas. Et moi, j'aimerais bien quand même nuancer un peu en disant que non, de toute façon, LSU est pas bon. On est d'accord sur ça. Tu sais quoi, il y a de Covid dans l'équipe, on joue pas, on se prend pas. Fait pas de mal à la Louisiane, quoi. Franchement, autant faire ça. Non, attends, ça arrive à plein de gens bien de perdre contre Alabama. Et Tulane est la meilleure équipe de Louisiane, hein. Comme Western Michigan est la meilleure équipe du Michigan. Non, pas Tulane, non, Louisiana. Non, mais ça arrive à plein de gens bien. J'aimerais bien nuancer quand même en disant que ok, cette année ils sont horribles, mais peut-être que l'année prochaine déjà il y aura un petit tournant. Mais c'est vrai que Ed Orgeron, il n'est pas au niveau. Quand il y a son équipe, elle a moins de talent que l'équipe d'en face, il n'est pas au niveau. Ce qui est énervant, c'est qu'il y a des équipes qui tiennent mieux tête et qui, sur le papier, ont des joueurs moins bons qu'à LSU. Enfin bref, voilà, en tout cas, on fait un bisou à tous les fans d'LSU parce que ça ne doit pas être facile ce genre de lendemain. T'inquiète pas, c'est la première année qu'ils regardent. Ça fait que 2 ans. Pour certains, ouais. Mais bon, ça se comprend. On voit les gens dans le bedwagon. Hein. Ah, mais bon, ça se comprend. C'est comme ça aussi qu'on démarre, parfois. Clemson qui se déplaçait du côté de Virginia Tech en ACC. Victoire 45-10 de Clemson au début, qui a galéré pendant la première période. Il y avait 17-10 pour Clemson à la mi-temps. Trevor Lawrence, c'est seulement 195 yards, un touchdown et aussi une interception dans la end zone de Virginia Tech. Pour 12 passes complétées sur 22 tentatives. Lawrence qui ne s'est pas montré sous son meilleur jour. Alors, que dire de ce match ? Encore un touchdown du running back de Virginia Tech, Khalil Herbert, on n'en parle pas assez, mais bon voilà. Que dire de ce match ? On l'a un peu vu. Miles Murphy, le D-end, freshman de Clemson, qui a fait encore un très bon match. Personnellement, quand je vois ce genre de match de Clemson face à une équipe de Virginia Tech qui est quand même plutôt en difficulté cette saison, enfin plus en difficulté que dans le bon, quoi. L'ACC Championship face à Notre-Dame,
J'ai hâte de la voir. Je sais pas Ouais, ce que après, t'en penses, Gus, non, mais je suis j'ai d'accord, hâte quand ils même. ont fait une mauvaise première mi-temps parce que Virginia Tech a été bon en défense et ils peuvent aussi les Tigers peuvent remercier leur défense parce que je crois qu'ils font c'est Darian Kendrick qui fait un pick 6 et qui permet véritablement à Clemson de lancer la marche de Kendrick permet à Clemson de remettre la marche en avant et et après ça a déroulé quand même, hein. Ils ont gagné 45-10, Lenji Dixon, Trevor Lawrence qui marque un touchdown, enfin qui en lance aussi un après, tu vois, ça s'est quand même décanté. Et au final, c'est ça une bonne équipe. C'est genre même dans la difficulté, une bonne équipe arrive à trouver des solutions. Et je pense que c'était le cas de Clemson. Après, Gus, faut pas oublier que c'est Virginia Tech et que c'est pas la première fois dans la saison qu'ils galèrent sur leur première mi-temps. Et c'est un peu ce qui a fait défaut contre Notre-Dame, par exemple. Et c'est pour ça que, donc d'accord, très Ouais, bien, mais ils ont moi battu Virginia Tech, c'est normal. Mais d'un autre côté, je contre peux dire Notre-Dame, qu'aussi Notre-Dame Clemson a fait des putains de premiers cartons. Je pense notamment la semaine dernière face à Pittsburgh où ils gagnaient genre 35-0 au premier carton, tu vois, ou contre oui, Georgia non, mais Tech. bien sûr, mais quand tu regardes Pittsburgh, c'est pas la même équipe qu'au premier match de la saison qu'ils avaient aligné. Et bien sûr, c'est normal. Moi, je Ouais. trouve ça normal qu'ils mettent 35-0 dans le premier quart-temps, enfin dans la première mi-temps contre Pittsburgh. Mais il y a certains matchs où ils ont galéré, et ça s'est déjà produit pas mal de fois cette saison. Et on parle pas de Clemson pour battre Virginia Tech. On attend Clemson pour les playoffs et notamment, sûrement Notre-Dame. Et contre Notre-Dame, je suis à peu près sûr que ça va refaire à peu près le même match qu'il y a 2-3 semaines là. Et ça passera pas. S'ils font une première mi-temps comme ça contre Notre-Dame en connaissant leur bonne défense, ça passera pas. Donc il faut qu'ils arrivent à le corriger quand même assez rapidement. Parce qu'il Et reste, d'ailleurs, je sais pas s'il en reste des matchs. tu fais bien d'en parler, mais la finale de l'ACC est officiellement Notre-Dame Clemson, et je crois que c'est le 17 ou le 18 décembre. Ah, voilà, donc ils Donc, ont quoi? Ça Ils ont sera- 2 semaines Et pour corriger ça. Donc, ouais. je suis d'accord avec Val. En tout cas, ça va être super intéressant à voir parce que pour le coup, c'est un match moins indécis qu'on aurait pu peut-être le prédire en début de saison. Voilà. Et je pense que tu vas pouvoir vibrer un petit peu plus, Gus. Oui, Alors, et puis voilà, l'intérêt aussi des rencontres, quoi. Clemson, où les années bien sûr. précédentes en ACC, c'était trop facile pour eux, on leur reprochait de faire des saisons trop simples. Là, cette année, on peut pas dire que, que cette saison a été facile pour eux, quoi. Ils sont Ouais. tombés face à Notre-Dame, ils ont eu du mal face à Boston College, euh, face à Miami, même s'ils ont bien gagné, il y a eu quand même une vraie opposition. Non, je trouve que c'est la première depuis 2-3 ans, belle année pour Clemson. Enfin, année qui reflète vraiment, on va dire, leur niveau, qui reflète vraiment un bon niveau de l'ACC cette année, quoi. D'ailleurs, Miami, parlons-en. On est ici toujours. Miami qui passait du côté de Duke. Victoire 48-0 pour Miami, donc qui a très bien joué la défense. Derrick King, 3 touchdowns à la passe. Cameron Harris, 2 touchdowns à la course. Le running back de Miami et des Hurricanes. Donc victoire facile, Miami qui passe en 8 victoires, une défaite tout de même, et qui reste un des leaders de l'ACC derrière, qui reste en tout cas sur le podium derrière Notre-Dame et Clemson. En Big 12, Baylor qui se déplaçait du côté d'Oklahoma et finalement pensait que ça allait être beaucoup plus facile que ça pour Oklahoma. Alors d'accord, je dis pas, hein, voilà, à la mi-temps, il menait seulement 10-0. Et deuxième quart-temps, le match se termine en 27-14 pour Oklahoma. Donc finalement, on se retrouve quand même sur un match qui a été un peu plus compliqué pour les Sooners. C'est un peu à l'image de leur saison, hein. C'est un peu ou tout ou rien. On est d'accord. Spencer Rattler, 2 touchdowns, une interception, 193 yards sur 28 tentatives de passe. Oklahoma qui n'ont convaincu personne pour l'instant. On est un peu près d'accord là-dessus. Il y avait Qui se le retrouvera spectre. Ah oui, non, là, qui se retrouvera en Big 12 Ah non, Championship face à Iowa State. je suis d'accord avec toi, c'est pas une bonne saison pour eux, mais après, concernant le match, il y avait peut-être le spectre des 2 matchs de l'an dernier entre Baylor et Oklahoma. Il me semble que les 2 matchs que Oklahoma avait gagné, mais à chaque fois en faisant une remontada, c'est ça, Valentin? ouais, c'était très très serré. C'était les 2 matchs, Baylor était pas loin de gagner. Et comme tu dis, un peu entre guillemets le spectre, c'est qu'il reste quelques joueurs de la défense de Matt Rhule, notamment Jalen Pitre qui a fait extrêmement mal à Oklahoma là, sur ce match.
Et tu as Bradley King encore. Bon, malheureusement, il y a mon gars Bernard, mais il est blessé. Mais quand tu regardes un peu la physionomie du match, il y a surtout au niveau de la saison de Baylor. Au début de la saison, Baylor s'appuie énormément sur le jeu de course qu'ils ont complètement abandonné pour laisser lancer Charlie Brewer qui a lancé 56 passes quand même. Et effectivement, par rapport à ça, Oklahoma a eu du mal à s'adapter au jeu de Baylor. Et ce qui fait que, oui, ils ont gagné, mais c'est pas convaincant, quoi. Quand tu regardes un peu les stats des receveurs d'Oklahoma, qui ont quand même des bons receveurs, notamment Rambo et Wiz. C'est pas extraordinaire. Charleston Rambo, il a 13 yards et Wiz, il a 66 yards pour un TD. Et c'est une bonne défense, hein, Baylor. Attends, enfin, c'est pas une bonne défense. Il y a des bons joueurs. Il reste des bons joueurs. Mais Oklahoma n'a pas réussi à vraiment trouver la faille, alors qu'on s'attendait quand même à mieux. Je veux dire, s'ils avaient mis 10 points de plus, ok, très bien. Mais là, 27-14, ça reste un match quand même qui est un petit peu serré, quoi. C'est pas convaincant de la part d'Oklahoma. Après, je sais pas si Robin peut nous lancer une petite attaque contre Spencer Rattler, mais je me délecterai d'entendre ça. J'ai pas regardé le match, donc je suis désolé, mais je peux te dire toujours que. Il y a une interception. Tu te rappelles qu'il y a une interception. Il y a une interception. Bah voilà alors. Oui, il y a une interception. Allez, il est nul. Après, je vais pas trop parler de QB nul parce que sinon vous allez me tacler sur le mien. Donc. Alors, la semaine dernière, on a eu des mots quand même forts, très très forts d'ailleurs, je dois le rappeler, et qui venaient du fond du cœur. Eh bien, on les réitère aujourd'hui. Robin, on t'aime tous. Et si tu veux, t'es pas obligé d'en parler. Et tu vas quand même le faire. Oregon, qui se déplaçait du côté de California la nuit dernière, ne pète pas ton ordinateur, s'il te plaît. Alors, tout à l'heure, tu as dit quelques insultes. Il me semble que tu as dit allez vous faire foutre pour LSU. Donc, j'ai le droit aussi de placer ma petite insulte. Allez vous faire foutre, les arbitres. Clairement. Vous l'avez tous vu. D'ailleurs, je vous l'ai envoyé, etc. La vidéo, elle est disponible aussi sur The Trick Play. Il y a une passe interférence en 4e tentative. C'est imaginaire, mais n'importe quoi. À quel moment on siffle ça? À quel moment? Personne. Les deux receveurs, ils se battent Enfin, il y a un receveur qui plonge pour aller pour la balle et l'autre, pareil, il plonge. Enfin, le défenseur, il plonge. Et finalement, c'est quoi? C'est quoi? C'est passe interférence. N'importe quoi. Il n'y a jamais. Pour vous dire, les arbitres, ils nous ont. J'ai pas envie de dire qu'on a perdu le match à cause des arbitres parce que c'est une action. C'est 7 points en moins, ça nous fait gagner le match. J'ai pas encore dit le score, mais le score c'est 21-17 pour California. On perd ce match-là. La semaine dernière, j'avais dit oui, Oregon State, ils étaient bons. C'était la meilleure équipe que nous sur ce match-là. Je vais pas le dire pour Cal, parce que Cal, ils ont été nuls. On en était encore plus nuls. On n'a rien montré. J'attendais, si jamais j'avais une caméra pour être dans les vestiaires, pour voir Mario Cristobal péter une gueulante à la fin du match, j'y serais allé. Parce que là, il y a intérêt à être sévère, cette gueulante. Hein, parce qu'on n'a rien montré. Rien. Vous pouvez voir mes tweets, enfin maintenant j'ai supprimé, mais j'ai fait un mental breakdown. Nul. C'est nul, c'était nul. Tyler Shaw, notre QB qui finit à 14 sur 26, 231 yards, 1 TD, mais il y a 2 interceptions qui lancent, qui sont pas des interceptions parce que la balle elle est droppée, etc. Mais normalement il doit avoir 2 inters. Il fait un fumble parce qu'il essaie de gagner 1 yard en 1er et 10. N'importe quoi, personne gagne rien. Encore, tu es en 4e tentative, tu dois vraiment te battre pour ce yard-là. Mais là, tu te bats pas pour ce yard. Tu as 3 mecs sur toi déjà, ça y est, te bats plus. Pose le genou à terre. Enfin, n'importe quoi. Là, du coup, on prend fumble. Ensuite, on fait fumble sur le dernier jeu du match en gros, on drive tout le terrain et dans les 30 yards, etc., on fait fumble sur une réception. Je vais revenir sur les arbitres 30 secondes, juste pour que vous imaginez bien. Un extra point en NCAA, c'est une quinzaine de yards, un truc comme ça, un peu moins même. On a tapé un extra point à cause des pénalités à 41 yards. 41 yards, c'est le plus long kick depuis 2007 à Oregon. Field goal confondu. Personne kick ça en 41 yards parce que une fois il y a une main sur il y a une main sur le casque et du coup hop face mat 15 yards, ensuite c'est un false start, ensuite c'est autre chose.
41 yards. 41 yards. C'est n'importe quoi. Ensuite, il y a un drive, le deuxième TD de California. 3 fois en 4e tentative. On les met en 4e tentative 3 fois. Une fois, c'est nous. On est 12 en défense parce que, en gros, on ne sait pas si Cal va tenter ou pas. Et il y a un défenseur qui sort pas et on fait rentrer un returner. Ça, c'est de la faute du coaching staff. Ok, pour les arbitres, il n'y a pas de souci avec ça. Mais encore une fois, hop, voilà, on prend 5 yards plus, plus première automatique. Ensuite, on les remet en 4e et là, comportement antisportif pour Kevin Thibodeau, il se fait mettre à terre. Le gars reste dessus. Après le coup de sifflet final, Kevin Thibodeau, il bouge, il se relève. 15 yards de pénalité. Et après, il était foudrage sur le banc de touche parce que c'était pas une pénalité. Enfin, le mec, il est sur toi, tu te relèves. C'est même pas comme s'il avait bougé. Enfin, il a bougé, mais il l'a pas tapé après. Il a bougé de lui. 15 yards, hop, encore une 4e. On force la 4e en goal line. On est en goal line. Ils ont fait 7 jeux sur la goal line. On fait 7 stops. Et le 8e jeu en 4e tentative, ça arrive et puis ça fait mais non, bah là c'est passe interférence alors qu'il n'y a jamais passe interférence, qu'ils aillent niquer leur mère les arbitres, vraiment, qu'ils aillent se faire foutre, mais non, voilà, bref, au-delà de les arbitres, on n'a pas été bon du tout. Cal, ils ont rien montré en face, rien. Il y a un receveur que vous pouvez potentiellement apprécier pour la draft, c'est Nico Remigio, le receveur numéro 4 de Cal qui a fait un bon match. Sinon, nous, on n'a que 2 points positifs. C'est Travis Dye, qui est notre leader à la course et notre leader à la réception. À la réception, il fait 2 réceptions pour 85 yards. Et à la course, il fait 12 portées pour 71 yards. Voilà. On fait 2 fumbles. Il y a on fait aucun turnover. À chaque semaine, hein, depuis le début de la saison, j'arrête pas de dire, je fais, les clés du match, ça va être contrôler les turnovers parce qu'on fait plus de turnovers. Encore une fois, on fait 2 turnovers, on en produit 0. Bien défendre la course. Et là, c'est quelque chose, par contre, sur lequel je peux me mettre derrière. Juste pour vous faire une petite stat, on prend 21 points, mais c'est pas, c'est un peu de la faute. Enfin, on prend tellement de pénalités qu'on a l'impression que California drivait beaucoup. Mais on a limité California à 3,4 yards par jeu. En moyenne sur tout le match. 3,4 yards par jeu, c'est tellement peu, surtout pour une défense qui normalement prend 200 yards à la course par match. Et là, 3,4 yards par jeu, c'était vraiment bon. Sauf que on a pris tellement de pénalités qu'on a l'impression que Cal a drivé beaucoup. Voilà, moi c'est un truc que, comme j'ai dit sur Twitter, peu importe que l'équipe elle gagne ou elle perd, je serai quand même là la semaine prochaine à 4h du matin. Je sais pas exactement quelle heure c'est contre Washington. Il n'y a pas encore l'heure, mais voilà. Juste pour se dire que Oregon n'a rien montré. On ne méritait même pas d'être dans le top 25 cette semaine. On mérite encore moins. Enfin, de toute façon, on n'y sera pas, on va être sorti. Mais on a intérêt à battre Washington parce que là, Washington, ils ont perdu. Ce qui nous permet quand même d'avoir un peu d'espoir d'aller en finale de la Pac-12 North. Enfin, de gagner la Pac-12 North et donc d'aller en finale pour la Pac-12. Si on bat Washington, on va en finale. Si on perd, on ne va pas en finale. Mais n'importe quoi, on perd contre Oregon State et Cal. Cal, c'est le paillasson de la Pac-12. Hein. C'est plus les Oregon Ducks, c'est les Oregon Dicks. C'est les Oregon Sucks, ouais, c'est les Oregon Sucks, ils puent la merde. Non, cette semaine, hier soir, je suis allé me coucher, j'avais la haine parce qu'on n'a rien montré, rien. Ils avaient les amis, le manque d'énergie. Je suis navré. Mais j'y pense maintenant. J'ai oublié de vous dire dans les infos de la semaine, avant les infos de la semaine, on organise une cagnotte pour payer une nouvelle télé à Robin. Alors n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez mettre de l'argent dans cette cagnotte. Merci. Mais juste, voilà, je vais terminer parce que c'est vrai qu'on va pas en parler pendant 10 minutes. Je vais laisser Val pouvoir dire ce qu'il veut. Mais Cal, c'est le paillasson de la ligue, de la Pac-12. Hein. L'autre équipe paillasson, c'est Arizona. Heureusement qu'on ne les joue pas cette année parce que je suis sûr qu'on aurait perdu. On n'a rien montré. Il n'y avait pas d'envie. Je regardais, juste avant Oregon, je regardais Coastal Carolina, parce qu'ils jouaient à 23h et Oregon à 1h. Coastal Carolina, à chaque jeu en défense,
ça se tape dans les mains. Dès que ça fait un plaquage, ça saute de partout. Dès qu'il y a un big play, un peu un first down, etc., tout le monde sur la sideline, ils sont là en mode ouais, c'est trop bien, vas-y, on est une vraie équipe. Enfin, il y a de l'ambiance, il y a de l'énergie, alors qu'il n'y a C'est pas parce de que fans. vous êtes trop bobo à Oregon. Mais non, Bon. l'année dernière, ça se passait pas comme ça. L'année dernière, ça se passait pas comme ça. Et Oh, là, je rigole. Cal, il y avait de l'énergie. Cal, on le voyait, dès que ça faisait un stop, ça allait, ça criait, etc. Sur le banc de touche, on voyait que, enfin, sur la sideline, ça montrait des trucs, ça encourageait leurs potes. Nous, il y a Travis Dye qui applaudissait à chaque jeu. Pour la défense, on le voyait sur le banc, il était en mode ok, c'est cool. Il essayait un peu d'haranguer l'équipe, mais non, ça n'a pas marché. Il n'y avait aucune envie et on a perdu parce qu'on était nuls, parce qu'on n'avait pas d'envie. Et ça, c'est un truc qui me pose problème. Perdre parce qu'on n'est pas bon, ça me dérange pas. Perdre parce qu'on n'a pas d'envie et alors qu'on est la meilleure équipe, ça me dérange. Et c'est pour ça que je suis en colère. Désolé pour le. Je vais repasser avec un mode un peu plus doux et passer la parole à Valentin. Mais voilà, peu importe que l'équipe elle gagne ou qu'elle perde, je serai derrière eux. Ouais, je vais essayer de faire rapidement. Parce que, en fait, on a déjà un peu parlé après le Civil War, quand tu avais fait ton débrief. Mais je pense que cette année, il faut un peu oublier pour Oregon. Il y a tellement eu de changements de joueurs, d'opt-out. Il faut peut-être que tu relativises. Valentin, c'est l'équipe qui a le plus de freshmen en proportion de tout le pays. C'est ça. À mon avis, il faut relativiser un petit peu. Donc, il y a des choses qui sont inacceptables sur l'envie, etc. Mais je pense qu'il faut relativiser. Il faut pas s'attendre à une grande saison pour Oregon cette année. Il faut vraiment plus viser sur la saison prochaine ou la saison d'après. Mm-hmm. Et donc moi, je te dirais détends-toi un petit peu parce que Pour revenir sur Valentin, sur ce qu'il dit, c'est vrai que tu as raison. Je suis un peu critique sur cette équipe parce que j'ai peur de revivre le même truc qui s'est passé quand Marcus Mariota est parti. On se prenait, quand Marcus Mariota est parti à la draft, on se prenait en 2016, etc., je crois. On se prenait des 70 points, etc., parce que la défense n'était pas bonne. On avait plein de freshmen, justement. Merci d'ailleurs, en tant que freshman, Noah Swell, c'est une bête, il est partout sur le terrain. C'est tellement beau avoir joué ce mec uniquement en défense. Il est partout. Mais s'il est partout, ça veut dire que les autres sont nulle part. Et ça, c'est un problème. Ouais, non, c'est vrai, tu as raison. J'ai vraiment l'impression de. On va passer à la suite, mais j'ai vraiment l'impression de revivre 2016 où, quand on perd notre quarterback star et notre équipe un peu star avec toute la ligne offensive, etc., on est vraiment plus calé et qu'on est une équipe qui a besoin d'expérience et qu'on ne peut pas se caler sur la jeunesse. Voilà. Merci à vous pour l'écoute et désolé d'avoir été un peu en colère. On va pouvoir passer à la suite. Eh bien, tout de suite, voilà, on a terminé le top 25. On passe au petit match intéressant du Group of Five. Notre ami Gus. Du coup, il y a San Jose State qui continue sa belle saison en Mountain West. Les Spartans, ils ont battu Hawaii 35-24. Donc voilà, encore une saison. Enfin, non, pas encore une saison bof pour Hawaii, mais une mauvaise saison par rapport à l'année dernière. Leurs voisins de San Diego State ont battu Colorado State 29-17. Wyoming a perdu dans les derniers instants du match face à New Mexico 17-16. Ils vont s'en mordre les doigts, sachant que New Mexico est vraiment mauvais cette année. Et Louisiana Tech a battu North Texas 42-31 avec leur running back Tucker qui a été omniprésent. Il a porté le ballon 37 fois pour 161 yards et 2 touchdowns. Il y a eu un petit choc en American avec Memphis qui s'est déplacé du côté de Tulane à la Nouvelle-Orléans. Et les Tigers, ils n'ont pas réussi à battre les locaux qui s'imposent du coup 35-21. Donc voilà, encore une année difficile une année difficile pour Memphis comparée à l'année dernière, elle sera oubliée. Du côté de la MAC, Bowling Green continue d'être le paillasson de la MAC avec Akron comme une équipe de merde, les a battus 31-3. Toledo a battu Northern Illinois. Ball State a battu Central Michigan. Donc ça, c'est une belle victoire pour Ball State. Dans un autre duel du Michigan, Eastern Michigan a battu Western Michigan 53-42. Mais on n'a pas eu de chance puisqu'on n'a pas pu voir aussi le match entre Buffalo et Ohio qui a été annulé. Donc on aura du Jared Patterson la semaine prochaine. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et d'ailleurs, Val, j'ai juste une question à te poser. Si on proposait de devenir long snapper à Bowling Green et porteur d'eau, tu le ferais? Bah, bien sûr. Ok, merci, c'était juste ce que je voulais savoir. Je serais le plus beau de tous les porteurs d'eau, donc il y a moyen que je me fasse de la meuf. Porteur d'eau. Oh putain.
Non mais oh là là, mais coupez, porteur d'eau bien frais, chacal. ACC, non mais ça, je peux plus. Non, porteur de Ingérable ce Coca. podcast. Non mais voilà, Coca ingérable bien ce frais, podcast. chacal. Ingérable. ACC, on vous donne les derniers scores du Power 5 de la semaine. ACC, Boston College qui a été défait par Virginia, victoire 43-32 des Cavaliers de Virginia. On fait des bisous à notre poteau de Virginia France. Victoire Grosse sur défense, ouais, 3 très beau match. interceptions sur Grosel parce qu'il n'y avait pas Phil Jurkovec. Ouais. Et Virginie en fait continue avec leur quarterback Armstrong qui court très bien et leur défense qui sécrète des turnovers. Et ça fait une super victoire face à Boston College. C'est comme la deuxième de belle victoire en ACC pour Virginia après North Carolina. Ça commence à reprendre de la forme. Hein. Il y a 2 ans de ça, ou l'année dernière, là, il y a 2 ans, Virginia qui était quand même bien en forme, et l'année dernière aussi. Ça commence à reprendre forme, Virginia, et c'est cool à voir. En tout cas, belle victoire qui s'est quand même bien jouée sur le dernier quart-temps. Georgia Tech qui se déplaçait du côté de NC State. Victoire 23-13 de NC State. NC State, encore une fois, on n'en parle pas beaucoup, mais ils sont à 7 victoires, 3 défaites. Je crois, ou 8 victoires, 3 défaites. Enfin bref, en tout cas, ils sont dans un bilan très positif et c'est vrai qu'on a tendance à les oublier, mais encore une équipe à suivre pour les prochaines saisons, car une équipe bien construite. On passe tout de suite à la Pac-12. La Pac-12, donc, alors déjà en Pac-12, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez particulier. Il y a un match qui se déroule dans la nuit de dimanche à lundi, bon, donc la nuit dernière pour vous. Washington State qui se déplace du côté de USC. On résumera ce match dans le prochain épisode preview. Voilà, on n'a pas le choix, car on enregistre le dimanche, comme vous avez pu le constater. Colorado qui se déplaçait du côté d'Arizona. Victoire 24-13 de Colorado, qui sont à 4 victoires, 0 défaites cette saison. Super ça de la part de Colorado, ça fait plaisir. Et le running back Jake Broussard qui a été auteur de superbes courses, avec notamment 25 portées pour 301 yards, donc c'est énorme. Broussard qui peut être le prochain Philippe Lindsay de Colorado, qui sait. Et des bisous à notre pote de Colorado, France Etienne. Oregon State qui se déplaçait du côté de Utah. Et bien Oregon State, après leur victoire face à Oregon la semaine dernière, se sont inclinés. Première victoire de la saison de Utah, 30-24. Mais match qui était malheureusement, on va dire, à l'aube. Donc voilà, aucun d'entre nous n'a pu le regarder. On est navré. UCLA pour terminer la Pac-12 qui se déplaçait du côté d'Arizona State. Arizona State, c'était seulement leur 2e match de la saison à cause de cas de Covid. Et bien défaite, victoire 25-18 de UCLA. Arizona State, c'est dommage. Jayden Daniels qui a été auteur d'un touchdown pour une interception, lui qui devait être un des meilleurs quarterbacks normalement cette saison. Trop rien à dire les gars sur ce match. Quelqu'un a regardé les highlights un peu? Pas encore eu le temps. Il n'y a pas encore eu le temps, j'ai l'impression. Alors juste ouais. pour rajouter, j'ai pas regardé le match en soi, c'était pas un de mes matchs de la semaine, mais c'est la première fois depuis 3 ans que UCLA finira en bilan positif, puisqu'ils sont à 3 victoires de défaite, et la semaine prochaine, quoi qu'il arrive, ils seront au moins à un bilan positif. Donc c'est plutôt cool sous Chip Kelly. Donc voilà. Eh bien, très bien. Au niveau de la SEC, il y avait un Arkansas-Missouri. Notre ami Philippe Franks, le quarterback d'Arkansas, qui n'a pas pu jouer car blessé, je crois blessé aux côtes. Alors, il a essayé de faire l'échauffement d'avant-match, puis finalement, il a été remplacé par KJ Jefferson, qui a été auteur d'un bon match, quand même 3 touchdowns, 0 interception. En face, Connor Bazelak, c'est 380 yards, mais aucun touchdown et aucune interception. Et Harry Roundtree le running back de Missouri, avec 3 touchdowns pour 185 yards à la course, et l'autre running back Beatty qui a été auteur de 2 touchdowns. Voilà, ça a été un match très serré. Smith en face, pareil pour Arkansas, qui a été auteur de 3 touchdowns à la course, 172 yards. Match très serré, remporté par 2 points d'écart de Missouri. On savait que ça pouvait être un match un peu compliqué pour Arkansas, même si on les donnait un petit peu plus favoris, et finalement Arkansas qui sont à 3 victoires et 6 défaites malgré beaucoup de matchs prometteurs, et Missouri 5 victoires, 3 défaites en SEC. South Carolina qui se déplaçait du côté de Kentucky. Quelle fut notre surprise de voir un Kentucky aussi offensif, victoire 41-18 pour les hommes en bleu face à un South Carolina complètement à la ramasse. Voilà.
Le jeu à la course, encore une fois, a primé avec Rodriguez, le running back de Kentucky, auteur de 3 touchdowns pour 139 yards et 2 autres touchdowns à la course de Rose et Wilson. Voilà pour ce match. En tout cas, victoire quand même assez surprenante. Autant on ne s'y attendait pas. Du côté de la PAC, de la Big 12, pardonnez-moi, pas la PAC, hein, il y avait en match restant un Texas Tech, victoire sur le fil de Texas Tech 16-13. Alors ça devait être le meilleur match au monde à regarder. Kansas qui sont à 0 victoire pour 9 défaites cette saison. Kansas Tech 4 victoires, 6 défaites. Autant se dire que ça n'a pas été un match prometteur pour l'équipe de Lubbock. Et puis Texas Tech qui restait pourtant sur un bon match la semaine dernière. Donc voilà, un peu des hauts et des bas pour les Red Raiders. Texas qui se déplaçait du côté de Kansas State. Voilà, ça faut en parler de ce match parce que Texas se sont imposés sur le score de 69-31. On ne pensait pas qu'ils feraient autant une raclée à Kansas State. Sam Ehlinger qui a été auteur d'un bon match en fait et qui a été auteur de 2 touchdowns à la passe, plus il n'en avait pas mis à la course Ehlinger. Hein. Non, il n'en avait pas mis à la course. Par contre, Bijan Robinson, et toi Gus, je sais que tu vas avoir un mot à dire sur lui, c'est le running back de Texas, c'est 172 yards, 3 touchdowns. C'est le premier touchdown de l'année. 5 étoiles, je crois, meilleur running back de sa QV ou deuxième de meilleur. cette année, c'est le meilleur running back de cette année. Et voilà, on est parti pour 3 ans de règne de Bijan Robinson à Texas, là, avant la draft. Alors, si la rumeur, et 3 touchdowns aussi pour l'autre running back, Roshan Johnson, si la rumeur, j'y crois pas forcément, mais bon, si la rumeur Urban Meyer se confirme du côté de Texas, attendez-vous à avoir une autre équipe. Hein. Sincèrement, attendez-vous à avoir une autre équipe et un Bijan Robinson en feu. Le prochain Ezekiel Elliott, si possible pour lui, on l'espère en tout cas. Et puis on va terminer. En tout cas, on te le souhaite. On te le souhaite, BG. Merci de nous écouter d'ailleurs. Hein. Des gros bisous à toi. Et puis on va terminer avec la Big Ten. En Big Ten, il y avait ce Nebraska-Purdue. Et bien Nebraska, c'est leur deuxième victoire de la saison. Victoire 37-27 face à un Purdue qui était complètement perdu en début de match. Baptiste nous a fait la blague. Vous avez vu des images, je crois, de ce match. Moi, j'ai pas pu être là. Enfin, j'ai pas pu le regarder, celui-ci. Juste Purdue, c'était à la ramasse. Valentin, tu m'as dit que Rondale Moore, il confirme pas du tout son draft stock pour l'instant. Ouais. C'était ton avis. Alors, il y avait plusieurs choses sur ce match. C'est que déjà, la défense de Nebraska a vraiment mis à mal l'attaque de Purdue au début du match avec beaucoup de turnovers. Et pour revenir sur l'attaque de Purdue, je suis juste en train de reprendre les stats pour pas vous dire de bêtises. On attendait surtout Moore, Rondale Moore et je crois que c'est David, son prénom Bell. Donc David Bell, il s'en sort vraiment bien. Hein. C'est vraiment un receveur à regarder. Il fait 132 yards, un TD. Moore, 78 yards. Mais on parle beaucoup de Rondale Moore en tant que premier tour, fin de premier tour, début de deuxième de la prochaine draft. Mais moi, il me convainc pas. C'est vraiment, alors c'est un slot pur. Hein. Tu me mets pas sur l'extérieur, c'est impossible. Et il a pas ce qu'a Elijah Moore, par exemple, qui lui est considéré comme un slot pur, mais qui peut jouer dans les extérieurs. Il y a vraiment une différence flagrante. C'est que Rondale Moore, à mon avis, ça sera un gars qui sera pris premier, deuxième tour, mais qui ne réussira sûrement jamais. Et il lui manque de la vitesse, il lui manque des cuts, les tracés sont pas parfaits, les mains sont plutôt bonnes, ça je vais pas dire le contraire, mais dès qu'il est un peu muselé, il n'existe plus. Et il joue, j'ai pas de méchant, mais c'est Nebraska, même s'ils ont quand même plutôt une bonne défense, ça reste Nebraska. T'as par exemple, et je fais le comparatif, mais chez Elijah Moore, il joue en sec tous les week-ends, il a beau avoir 4 mecs sur le dos, il s'en sort. Et je sais à la fin de la saison pour vraiment bien détailler Rondale Moore, mais ça m'impressionne pas, même s'il montre de bonnes stats, ça m'enchante pas. Je suis plutôt chaud sur Bell que Moore. Et très bien, et pour finir cet épisode, Penn State qui ont eu leur deuxième victoire cette saison face à Rutgers, victoire 23-7.
victoire peu impressionnante, encore une nouvelle fois, pour les Nittany Lions. On fait des bisous à Tonton Latrell qui nous écoute et qui croyait à la remontée de Rutgers, lui qui est pour Rutgers. Mais les Scarlet Knights n'ont pas réussi alors qu'ils jouent à domicile. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve comme d'habitude le jeudi pour la preview du week-end prochain. Sauf qu'avant, j'ai notre ami Valentin qui avait quand même son mot à dire sur. Il pouvait pas être là à ce moment-là, mais qui avait son mot à dire sur le match BYU Coastal Carolina, le match de la semaine. Alors c'est pas forcément un match sur un mot sur le match, à part que je dirais juste que sur ce match-là, regardez bien Gunter, c'est de Coastal Carolina qui est vraiment très très fort, qui est sur son année junior, qui peut se présenter à la draft, qui a fait mal à Zach Thomas contre Appalachian State et qui a fait mal là aussi à Zach Wilson. Mais juste, je dirais, j'étais tellement déçu du match de BYU, surtout du coaching, comme tu avais dit, que j'aimerais que BYU essaye de se replacer un match contre un top classé. Donc, je sais pas, peut-être un Washington, quelque chose qui rattrape, enfin, qui montre qu'ils sont capables. Parce que là, pour moi, il y a eu un peu un non-match et ils peuvent pas rester sur ça. Donc, j'aimerais vraiment qu'ils essayent d'organiser un match contre un classé, un top 25 avant la fin de saison. C'est vrai qu'on aura un peu d'amertume si on ne voit pas Zach Wilson face à une meilleure équipe avant cette fin de saison, mais ça risque d'être short. On verra. Le match est organisé en 3 jours, à voir. Merci de nous avoir écoutés, les auditeurs. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à nous envoyer des messages pour nous poser des questions. Et puis, on se retrouve dans 3-4 jours maintenant. Voilà, on vous fait des bisous à tous et on vous dit à la prochaine. Merci les gars. À la prochaine. Salut.